Pour insulter le catholicisme et les catholiques, les grands médias arguent de la liberté d'expression. La christianophobie est-elle désormais autorisée? Comment expliquer que dorénavant les mondialistes ne cachent plus leur symbolique satanique? Comment sortir de la laïcité républicaine pour une spiritualité nationale? À ces questions répondra Maître Division qui fait son retour chez nous. À Géopolitique Profonde, vous êtes sur Géopolitique Profonde, c'est parti! Bonsoir à tous, vous êtes sur Géopolitique Profonde, la chaîne qui est là pour remplacer les grands médias subventionnés. On va parler liberté d'expression, on va parler spiritualité. Et pour ça, je reçois ce soir Maître Divisio. J'ai dû décaler d'un quart d'heure parce que, évidemment, il donne priorité à Monsieur Cyril Hanouna et à TPMP. Voilà, donc vous le verrez après aussi à TPMP si vous êtes fan de Maître Divisio. N'oubliez pas, sinon, de vous abonner à la lettre d'information. Elle est là, elle est présente. Elle est ici, entre mes mains. Vous cliquez sur le lien ci-dessous pour vous la procurer. Alors, ça me fait plaisir de vous avoir, cher maître. Ça fait quelques temps que je ne vous ai pas vu en plus. Hein. Oui. Je crois que vous me faisiez la tête. Même pas. Vous me faisiez pas la tête? Mais non, je suis la tête à personne, moi. Bon. Vous avez entendu, j'ai fait cette introduction sur la christianophobie, sur l'antichrétienté. Vous vous sentez dans un pays actuellement un peu christianophobe? Je pense que je me sens surtout dans un pays perdu. La première réflexion, c'est celle-là. Vous avez une jolie expression, passer d'une laïcité à une spiritualité nationale. Et au fond, je me trouve surtout dans un pays pour qui le spirituel est devenu un gros mot. Et chaque fois qu'on parle de spirituel, c'est toujours sur un axe politique, finalement. C'est-à-dire qu'on parle de l'islam comme étant sur un aspect politique, on parle du judaïsme en ce moment à travers Israël et la problématique géopolitique. Et finalement, les chrétiens, eux, comme ils n'ont pas de terre, quelque part, d'une certaine façon, qu'ils n'ont pas d'ambition politique, pour le dire autrement, eh bien, sauf peut-être aux États-Unis, mais c'est un autre débat, eh bien, du coup, ils ne comptent plus. C'est-à-dire qu'au fond, ils ne sont plus sur le devant de la scène. C'est-à-dire qu'en réalité, le fond du débat, je crois, c'est que comme on a chassé le spirituel de la sphère publique, eh bien, on se croit autorisé, d'une certaine façon, à mépriser le chrétien, le catholique en particulier. Alors, le chrétien, s'il est évangéliste, j'ai envie de dire, il a peut-être un petit peu encore le droit de citer. Alors, s'il est catholique, vous n'imaginez pas, il est pédophile, il est responsable des inquisitions, c'est l'obscurantisme médiéval. Je veux dire, bon, on porte toute l'histoire de France, certes déformée, mais quand même. Et donc, effectivement, il faut qu'on passe notre temps en contrition à demander pardon en tant que catholique. Et puis, on est évidemment, comment je dirais, on est arriéré, on est voilà, tout ce que vous voulez, on est réfractaire, et donc, finalement, ce que je crois surtout, c'est que vous avez une volonté très claire de s'attaquer à ce que représente le catholicisme en France, c'est-à-dire qu'on le veuille ou non, de fait, et c'est le grand paradoxe, un contre-pouvoir. C'est un grand paradoxe, hein, mais il représente, malgré le fait qu'il ne soit plus une puissance politique, il représente néanmoins un contre-pouvoir. Comment on pourrait définir justement ce contre-pouvoir? C'est-à-dire que c'est un contre-pouvoir qui pourrait à terme prendre un pouvoir? Non, je pense qu'il représente la conscience du monde. C'est-à-dire que si vous voulez, très clairement, le christianisme, le catholicisme, ça fait longtemps qu'il a réfléchi sur les questions qui nous occupent aujourd'hui de l'immigration, ça fait longtemps qu'il a réfléchi sur les questions du droit à la vie et du droit à la mort, ça fait longtemps qu'il a réfléchi sur les questions économiques, ça fait longtemps qu'il a réfléchi sur la dignité de l'homme. L'Église est spécialiste en dignité de l'homme. J'ai envie de dire, sa raison d'être, c'est la dignité de l'homme. Et ça fait longtemps qu'elle a réfléchi à ces questions. Oui, mais quand le pape a les mêmes arguments que les mondialistes, qu'est-ce qu'on peut se dire? On ne se dit pas grand-chose, parce que finalement, l'Église, elle ne se limite pas à la parole du pape, d'une certaine façon. La doctrine de l'Église, elle est fixée depuis maintenant au moins 100 ans sur la question des migrations, depuis en tout cas au moins Pie XII, par exemple, pour reprendre cet exemple. Et donc, on sait aujourd'hui que la parole du pape François, finalement, elle est assez marginale dans la position de l'Église. Ce qu'on sait aussi, c'est que sur ces questions de dignité de l'homme, dignité du travailleur, toutes ces questions, la question du bonheur de l'homme, on a répondu. Comment voulez-vous que l'Église ne représente pas un danger lorsqu'elle promet effectivement une dignité à l'homme, celle-là même que le pouvoir public entend lui refuser et lui retirer? Comment voulez-vous que l'Église ne représente pas un danger lorsqu'elle vous dit finalement rendez à César ce qui appartient à César, néanmoins à Dieu ce qui appartient à Dieu, et tout appartient à Dieu, et que dès lors effectivement, sous une forme un peu dérivée d'Antigone, au fond, obéissez à votre conscience. Quel danger
Voilà pourquoi les religions représentent un danger pour la République, et plus encore, le catholicisme. Vous imaginez que derrière lui, le catholicisme, c'est Notre-Dame de Paris, c'est effectivement les grandes figures de l'assistance publique, de Saint-Vincent de Paul, c'est la Sorbonne, c'est Saint-Thomas d'Aquin, c'est toutes ces grandes figures qui ont traversé les siècles, et qui, si on les regarde de plus près, qu'on commence à les étudier, représentent un vrai danger. Et la cérémonie d'ouverture des Jeux Olympiques, est-ce que c'était une attaque contre le catholicisme ? Clairement oui. C'était une attaque contre le catholicisme. Justement, comment vous l'avez pris, vous, en tant que catholique ? Moi, c'est pas tellement comment je l'ai pris. Je l'ai pris évidemment comme ça, mais je vous rappelle quand même que j'ai exercé un recours, enfin 2 recours en l'occurrence, pour à peu près 1000 personnes contre cette cérémonie d'ouverture, passant d'archevêques métropolitains à simples citoyens, en passant même par des musulmans qui se sont sentis offensés, parce que vous le voyez bien, c'est ce que je vous disais, vous voyez bien que finalement, l'intangibilité de la dignité de l'homme, eh bien, elle s'oppose à toute cette doctrine LGBT qu'on cherche à nous imposer, et l'Église, de façon unanime, vous explique qu'il y a une égale dignité entre l'homme et la femme, mais qu'il y a une complémentarité dans le couple, et refuse l'amalgame, effectivement, des couples de même sexe, ou tout ce que vous voulez. Et donc, à ce titre, il faut la moquer, parce que c'est la seule façon, pense-t-on, de la faire disparaître. Oui, mais est-ce que c'est que moquer le catholicisme, ou est-ce que on rentre dans une ère, allez, je vais tenter le mot, satanique ? Le mot est juste, oui, mais vous savez, je voudrais revenir un instant, faire un parallèle. Vous avez vu ce procès Pénicaud, là, en ce moment, où tout à coup, vous avez des tribunes d'intellectuels de gauche qui qu'ils ont des tous violeurs, quelque part. En fait, au-delà des caricatures, qu'est-ce qu'on découvre, en fait ? On découvre le mal, l'objectivité du mal. On découvre l'horreur du mal. C'est quand même rassurant, parce que finalement, depuis Sartre, on pensait que le mal était une question de point de vue et qu'il n'y avait pas de mal objectif. Mais la vérité, c'est qu'il y a un mal objectif, et vous avez raison de souligner effectivement cette ère du satanisme. Vous savez que, littéralement, le diable, quand on regarde en grec, le diabolos, c'est celui qui divise. Vous avez d'un côté l'unification, il faut bien représenter, c'est intéressant ce que vous dites d'ailleurs, parce que sur le plan du christianisme, le Christ est celui qui unit, dire véritablement. Soyez un comme votre Père et moi sommes un. Il y a vraiment cette unité. Ce qui fonde le christianisme, c'est l'unité. Ce qui fonde la société actuelle, et vous le voyez bien, c'est la division. Or, la division, c'est le diable, le diabolos. Donc, au-delà même de l'aspect théologique, vous voyez bien qu'il y a un combat spirituel, vous voyez bien qu'il y a un combat anthropologique. Vous avez d'un côté l'unité, l'Église est celle qui fait l'unité, et vous avez de l'autre, effectivement, le monde, qui, lui, est dans une permanence d'opposition des uns et des autres, de division. Oui, la division, on la voit, en tout cas, elle est accélérée depuis la crise sanitaire. Enfin, je ne sais pas si vous le sentez. Moi, je vois, je vous dis, sans être complotiste, pour utiliser un mot à la mode, mais je remarque depuis la crise sanitaire une accélération de toutes les crises. Toutes les crises s'abattent sur les gens. Je suis assez forcément d'accord avec ça. Je crois qu'on ne mesure pas encore le traumatisme qu'a représenté cette crise sanitaire, si tant est qu'elle fut sanitaire, au sens où effectivement, on a enfermé des gens, on a discriminé des gens, on parlait de division tout à l'heure. Est-ce qu'il y a un moment plus fort dans l'histoire récente où on a quand même divisé la population en deux sur des critères au demeurant de santé? Est-ce qu'on est allé jusqu'à vouloir enfermer les non-vaccinés? Faut voir jusqu'où on est allé. Quand l'histoire nous jugera sur le narratif, je veux dire, l'apartheid, un mot qu'on a beaucoup utilisé, dont on nous a beaucoup voulu, mais qu'est-ce que c'est d'autre que l'apartheid, la séparation? On a véritablement utilisé des techniques diaboliques, qui sont des techniques de division. On a dressé une partie de la population contre l'autre, on a pointé du doigt cette même partie de la population en l'accablant de tous les maux. Comment voulez-vous vous relever de ça? On ne peut pas se relever de ça, c'est fini. L'unité, si tant est qu'elle ait existé avant, ce que je ne crois pas, elle a été définitivement enterrée avec cette crise sanitaire, et on ne peut pas se relever de ça, sauf la seule façon qu'on aurait de se relever de ça, c'est par une démarche pénitentielle collective, où effectivement, une espèce de demande de pardon, et avec un repentir collectif, en se disant, il y a quelque chose de possible, il y a un renouveau de possible. Mais à partir du moment où vous assumez, et que non seulement vous assumez, mais que vous faites taire encore tous ceux qui hier étaient discriminés et que vous essayez de faire taire leurs paroles parce que précisément elles vous dérangent, vous ne pouvez pas vous en sortir. Mais aujourd'hui, vous revenez sur le plateau de TPMP, on le voit assez souvent. Est-ce que ce repentir sur ce plateau existe? Est-ce que, parce qu'il y a des gens parmi eux, alors je ne connais pas leur nom, je suis désolé, mais qui ont été des fervents défenseurs des mesures de l'État. Est-ce qu'avec eux, peut-être, le repentir existe aussi? Je crois que c'est intéressant ce que vous dites, parce que oui, d'une certaine façon. C'est-à-dire que moi, j'ai des gens qui me disent hors plateau,
peu importe qui, mais qui me disent hors plateau, a quand même... alors que moi, je dis rien à ce sujet. C'est-à-dire que même moi, je suis plus en retrait qu'eux, en disant, quand même, hein, autour de moi, les vaccinés, je m'inquiète, parce qu'il y a quand même une hécatombe, là. Ça tombe comme des mouches, il y a des cancers un peu partout. Alors, ils font pas tout de suite le lien, mais on sent que ça les chafouine, quoi. Ils me demandent mon avis. Et du coup, on s'arrive dans une position où c'est moi qui suis en retrait. Où je dis, attends, moi, je fais pas ces liens-là. Moi, c'est pas à moi qu'il appartient de venir porter un jugement sur ça ou ça. Il faut garder une position rationnelle, je vais pas m'en départir maintenant. Mais quand même, on constate, et une espèce de dire oui, mais quand même, puis quand même, on reconnaît aujourd'hui que j'avais raison sur un certain nombre de choses, parce que on est obligé de le constater. On constate que ceux qui ont porté cette parole, Béatrice, Rosen, moi ou d'autres encore, Myriam ou d'autres, eh bien, effectivement, avions raison, finalement. Alors évidemment que publiquement, c'est compliqué à dire, mais n'empêche qu'on on commence à l'entendre. En privé, c'est évident, aujourd'hui. En privé, c'est évident. Ah, en privé, c'est évident. C'est drôle parce que, visiblement, en privé, c'est possible, en public, c'est pas possible. Pourquoi ? Est-ce qu'il y a encore la chape de plomb sur cette liberté d'expression qui fait que dire des choses qui vont hors du politiquement correct, ça vous met en dehors des clous sociaux ? En partie, oui, puis il y a une volonté de plus y revenir. Il y a une volonté de mettre ça sous le boisseau en se disant, effectivement, j'y pense pas. C'est une réalité, c'est-à-dire que c'est une vérité de dire ils ont peur. Je crois qu'aujourd'hui ils ont vraiment peur. Peur d'avoir fait une connerie, peur effectivement parce qu'ils sont vaccinés, donc peur d'avoir fait une connerie. Ils entendent ça et là, alors ils y croient pas, ils y croient à moitié. Un jour ils y croient, un jour ils y croient pas. Est-ce que eux aussi vont être touchés par un cancer ? D'un côté, leur raison leur dit non, mais bon, c'est une coïncidence. Tous ces gens qui sont mais finalement quand même ils entendent des discours de l'autre côté, alors complotistes. On l'a dit tout à l'heure, il faut faire attention à ce mot, mais discours effectivement qui consistent à dire attention, il y a quand même des constatations autour d'un... Voilà. Mais du coup, tiens, parce que vous allez sur C8, C8 visiblement a perdu sa chaîne, sa fréquence par l'Arcom. Qu'est-ce que vous en pensez ? Est-ce que vous pensez normal que des fonctionnaires nommés par l'État, payés par l'argent public, puissent dire nous choisissons que telle chaîne, surtout je crois que C8, je crois qu'elle est la chaîne numéro 1 sur la TNT, alors, puissent perdre leur fréquence. Ça dépend. Si vous me posez la question en droit ou en sciences politiques, en politique tout court. En droit pur, j'ai envie de dire, c'est pas si déconnant que ça. Soyons, parce que en fait, on peut pas nier qu'on peut s'interroger. J'ai pas la réponse, c'est pas à moi de le dire, mais on peut s'interroger sur la maîtrise de l'antenne. C'est-à-dire que C8 à travers TPMP s'est pris un nombre d'amendes records, à tort ou à raison. Mais ces amendes ont été validées par le juge, quasiment toutes d'ailleurs, toutes celles qui ont été attaquées, et dès lors, effectivement, il y a des conditions pour émettre, il y a une charte. À partir du moment où la maîtrise de l'antenne n'a pas été respectée au long cours, eh bien, on peut considérer que, du coup, la chaîne perd sa fréquence. Mais ça se heurte à deux autres problèmes. Le premier, c'est que TPMP, c'est pas C8. Deuxième élément, c'est qu'on aurait pu imaginer, par exemple, de dire monsieur, vous ne maîtrisez pas l'antenne, d'une certaine façon, je vous coupe du direct. Je vous interdis aujourd'hui de faire du direct. C'est par exemple une manière alors C8 aurait pu le proposer, mais c'est une manière de ménager un peu tout le monde. Parce que supprimer une chaîne, il faut bien mesurer ce que ça veut dire aussi. C'est mettre 400 personnes au chômage, quand même. Il y a Cyril Hanouna. Puis quelque part, je m'inquiète moins pour Cyril Hanouna que pour tous les salariés de la chaîne. Premier élément. Deuxième élément, sur le plan politique, ce qui est intéressant, c'est Philippe Delerme qui écrit « C'est le regard qui fait le monde ». Essayons de voir ce qu'il y a à voir. À qui est confiée la chaîne, maintenant ? À qui est confiée la fréquence ? À Kretinsky. Kretinsky, c'est qui ? C'est un milliardaire dont on dit qu'il est fan d'Emmanuel Macron. Son biographe dit qu'il est fan d'Emmanuel Macron. Un type bien, quoi. Un type bien. Un fan d'Emmanuel Macron, et qui, effectivement, rêvait d'avoir des médias, d'avoir encore des médias en France, et d'avoir notamment de pouvoir émettre. Et qui a été mis en avant pour défendre la chaîne ? C'est Raphaël Enthoven, dont on dit qu'il est le dernier soutien d'Emmanuel Macron. C'est-à-dire qu'on voit que, quand même, on peut s'en étonner. Vous avez, d'un côté, Saadé, donc qui a maintenant le groupe BFM. Vous avez, effectivement, évidemment, vous aviez avant, vous avez toujours Niel, et vous avez maintenant, Kretinsky, et tout ce monde-là a un point commun, c'est qu'ils sont tous dans les petits papiers d'Emmanuel Macron. Bon, à un moment donné, puisqu'on est complotiste, allons jusqu'au bout, quoi. Donc la Macronie a vraiment verrouillé les médias de ce pays. On peut s'interroger. Moi, j'observe que c'était le débat que j'avais quand je suis allé, ils n'ont pas aimé, sur le
le Média TV, donc chaîne de gauche, voilà. Ils sont pris à Bolloré. Bolloré était vraiment l'homme à atteindre. Comme si Bolloré était finalement le seul milliardaire propriétaire de chaînes. Excusez-moi, ça Mélenchon le dit régulièrement. Il y a 9 milliardaires qui, en gros, qui se partagent les chaînes. Pourtant, il n'y en a que sur lequel on tape, c'est Bolloré. Parce que c'est l'extrême droite. Mais j'ai envie de dire quelque part, est-ce que ça leur a posé problème que Emmanuel Macron, en 2007, ait un temps d'antenne à lui tout seul, sur BFM, supérieur à tous les autres candidats réunis. Les meetings d'Emmanuel Macron ont représenté un temps d'antenne à eux seuls plus important que l'ensemble des candidats réunis. Est-ce que ça leur a posé problème? Quand, vous vous souvenez, au moment du Covid, la directrice des programmes de BFM a dit qu'elle assumait d'ailleurs la ligne du gouvernement. Et donc finalement, de priver les citoyens d'une information juste. Est-ce que ça a posé problème? Non. Surtout, et donc, moi, je vais vous dire, moi, en plus, je ne suis pas du tout client de CNews, de C8, je ne regarde pas du tout. Mais Bolloré est un petit milliardaire à côté de monsieur Saadé. Oui, c'est ça. C'est un petit milliardaire. Je crois qu'il est 6 ou 7 fois plus riche, monsieur Saadé. Oui. Et donc, si vous voulez, sauf qu'en réalité, ce qu'on est en train de faire sur le plan médiatique qui est intéressant, c'est aller à contre-courant de l'histoire. L'histoire, elle est en faveur de médias de droite, et qui plus est, de droite chrétienne. Soyons clairs, hein. Je veux dire... Pour vous, CNews, c'est droite chrétienne? Non, pour moi, CNews, c'est pas de droite chrétienne. Je veux dire, ça se revendique un peu comme tel. Bolloré est appelé... comment il est appelé? C'est le christianisme sans le Christ. Mais il est exact de dire qu'il y a une volonté, on voit à travers CNews cette émission religieuse, puis Bolloré et Cato, ils s'en cachent pas, il y a effectivement une volonté d'instaurer une certaine idée de la société, représenter en tout cas une certaine idée de la société, et avec elle, donc une certaine idée qui va avec les idées de droite traditionnelles, chrétiennes, que peut incarner Marion Maréchal, par exemple, ou d'autres, au fil de l'idée. Il y a quelque chose qu'on doit faire aussi, nous tous, alors je parle de nous, Géopolitique Profonde, en tant que médias alternatifs, et je pense qu'on ne le fait pas assez, c'est qu'on ne parle pas assez de morale et de valeurs. Oui, on parle beaucoup d'économie, on parle de sécurité, de géopolitique, tout ce que vous voulez, mais on ne parle pas assez de valeurs. Oui, vous avez raison. Parce que les valeurs, elles partent à volo. Hein. Oui, vous avez raison. Oui, et c'est marrant ce que vous dites, parce que c'est drôle ce que vous dites. C'est marrant. J'essaie. C'est drôle parce que je me suis exactement fait cette remarque. Ah oui? Non, mais c'est drôle. On est connectés. Non, mais vous rigolez, mais c'est drôle que vous disiez ça, parce que je pense que c'est un vrai sujet. Bah oui. C'est-à-dire que... Mais regardez, vous avez parlé de l'affaire Pellico. C'est ça. En antenne, on a parlé. Il y avait l'affaire Pellico, enfin, d'autres affaires. Et on voit que les mœurs et la moralité de ce pays sont totalement inversées dorénavant. Vous avez 100% raison, et je crois qu'en fait, vous savez, c'est là où on a une question fondamentale. Je crois, et vous l'avez vu à travers cette émotion suscitée par le meurtre de Philippine. Philippine, pourquoi ça a presque plus touché que Lola ou d'autres, et c'est pas une course, hein, mais parce que Philippine, elle incarnait quelque chose. Le scoutisme, c'est le don de soi. Le christianisme et le groupe de prière et l'Eucharistie dominicale, une jeune femme qui encore incarne une certaine idée de la morale, non surtout pas que les autres victimes ne l'incarnaient pas, et c'est pas du tout mon propos, mais ici c'était manifeste une certaine élite bourgeoise qui est la détestation de l'extrême gauche, c'est très clair, mais qui néanmoins a forgé la France. C'est les familles de Villiers, c'est toutes ces grandes familles, ou petites familles, disons, mais qui ont effectivement des valeurs, comme vous dites. Et moi, je crois, voyez-vous, que l'enjeu, et vous avez raison de le souligner, et les médias alternatifs le font pas, et le font pas assez, à mon avis, c'est notamment quel est le regard chrétien qu'on peut avoir sur le monde. On peut pas. Voyez-vous, c'est ça qui me gêne chez Zemmour, par exemple. Zemmour dit: ah, on est de tradition judéo-chrétienne. Alors, judéo, j'attends toujours. Non, on n'est pas judéo-chrétien, c'est pas vrai. Vous avez raison. Voilà. Judéo-chrétien, je ne savais pas que Notre-Dame a été construite, effectivement. Je ne savais pas que Notre-Dame était une synagogue. Et que Jeanne d'Arc était juive. Mais on est de tradition chrétienne. Il faut l'assumer à un moment donné. Et non seulement chrétienne, mais catholique. Pourquoi on a peur de prononcer ce mot catholique ? Je veux dire, il y a quand même quelque chose. La France, fille aînée de l'Église depuis le baptême de Clovis, on peut quand même en parler un moment, ça a façonné toute l'histoire de France. De la même façon que Constantin, avec l'édit de Constantin, effectivement, a introduit la Pax Christiana, a mis fin aux persécutions de l'Église, c'est quand même tout à fait substantiel. Et, cependant, ce qui me dérange, c'est que pour lui et pour ces gens,
d'une certaine façon, le christianisme, c'est une valeur politique. C'est plus que ça, le christianisme. C'est d'abord une façon de vivre. D'abord, c'est une rencontre avec le Christ, mais c'est autre chose. C'est une façon de vivre. C'est, effectivement, vous avez raison, que c'est dégager de là tout un corpus, finalement, moral, mais même ce mot moral, est-ce qu'on a encore le droit de le prononcer, ce mot moral ? Je veux dire, il n'y a plus de morale, puisque finalement, maintenant, chacun a la sienne, et donc il n'y a plus de morale universelle. Sauf que les sociétés, ça se construit sur la loi naturelle. C'est ça qui les font perdurer, et c'est ça qui les font exister. Mais vous voyez bien ces attaques, les attaques sur cette moralité, sur ces valeurs, sur cette inversion. Regardez, ne serait-ce que sur nos enfants, sur nos jeunes, à qui on demande de quel genre ils se sentent. C'est une attaque, ça aussi. Oui, de quel genre de jeunes vont grandir posez-vous la ça question de savoir de qui est-ce que c'est la faute. C'est une question extrêmement intéressante. C'est de la faute, évidemment, du diabolos, on a dit, du diviseur au sens anthropologique, mais est-ce que finalement, ce n'est pas aussi la faute des chrétiens tout court ? À quel moment les chrétiens sortent du bois ? On entend beaucoup parler, effectivement, de l'islam et de sa capacité à montrer son existence à travers des signes et tout ce que vous voulez, à quel son prosélytisme, peu importe que ce soit fondé ou pas. Mais à quel moment est-ce que finalement le christianisme, lui, continue d'exister ? À quel moment il se dresse comme un i pour dire là, il y a un problème, là ? Bah, vous avez raison. Hier, j'ai été à la manifestation en faveur de Philippines et 500 personnes, c'est pas énorme quand même. Profil et sans caricaturer, profil un peu traditionnel, on va dire. Et c'est tout. C'est-à-dire que visiblement, ce type de meurtre ne touche pas au-delà d'un certain clivage, en fait. Oui, c'est tout le problème. Mais allons au-delà. Est-ce que nous n'avons pas une responsabilité collective, vous, moi, tout le monde, tous ceux qui ont un peu de visibilité, au fond, de venir aider les gens à penser, de les aider à construire un raisonnement. Vous savez, c'est ce que j'expliquais sur TPMP, où on passe quand même pas mal de choses, hein, mine de rien, sur TPMP, où je parlais effectivement d'Hannah Arendt et de Eichmann à Jérusalem, et de ses écrits de fin d'existence, en 78. Vous savez qu'elle a découvert qu'en fait, ce qui caractérisait Eichmann, et pourquoi est-ce qu'on était arrivé là ? Pourquoi est-ce qu'on arrive en dictature, en tout cas à un moment donné, est-ce qu'on arrive à obéir bêtement, je sais pas, mais en tout cas parce qu'on est passé le bête là, mais obéir à ce point sournoisement, c'est parce qu'on s'empêche de réfléchir. Et qu'elle disait, à la fin de sa vie, elle disait, former les intelligences, former-les à la raison. Il y a une part de vrai là-dedans, il y a une part de vérité. C'est-à-dire, qui s'occupe de former les gens ? L'école ne le fait plus. Mais qui le fait, du coup ? Nous, qui avons tous une visibilité, est-ce qu'on apprend encore aux gens à réfléchir ? Les parents le font de moins en moins. Les parents le font de moins en moins parce qu'eux-mêmes ne savent plus le faire. Ils ont été effectivement déformés et qu'on est tellement abrutis d'informations à tout va que c'est compliqué. Mais d'autre part, est-ce qu'on osera effectivement dire à nos enfants que nous sommes une société fondée, vous l'avez dit, sur des valeurs et sur une morale, et pourquoi tout ne se vaut pas ? Pourquoi le relativisme de Sartre est un danger majeur pour l'existence ? Est-ce qu'effectivement, on est encore capable de le dire ? Mais pour ça, il faut être un minimum formé. Alerte Info. Géopolitique profonde prend sa place dans le paysage médiatique français. Bonsoir à tous, vous êtes sur Géopolitique profonde, la chaîne qui est là pour remplacer les médias subventionnés. On investit maintenant la rue. Et on veut vous entendre. Le gouvernement de M. Macron nous a obligés et nous a enfermés chez nous. Mais on a besoin de votre soutien. Alors cliquez sur le bouton j'aime pour nous soutenir.